Aujourd'hui, malheureusement, je dois commencer l'épisode avec la nouvelle tragique et douloureuse de 900 Américains qui ont été tués dans la guerre avec l'Iran. J'aurais préféré ne pas devoir commencer par cela. L'Iran et ses mandataires terroristes ont tué plus de 900 Américains. Non, pas aujourd'hui, pas la semaine dernière, même pas l'année dernière. Mais au cours des 46 dernières années, dans les ambassades, dans les casernes, dans les bus, dans les avions, dans les restaurants, dans les rues de Téhéran, Beyrouth, Bagdad, Nairobi, Jérusalem et au-delà. Ces Américains ont été oubliés par beaucoup. Cette guerre n'a pas débuté cette semaine. L'Iran et ses milices ont mené plus de 180 attaques contre les forces américaines rien que ces 2 dernières décennies. En plus des 900 tués, plus de 850 Américains ont été blessés, des dizaines ont été enlevés, torturés, et certains ont même disparu. Cette guerre n'a pas débuté il y a 5 jours. Elle a commencé en 1979, lorsque le régime iranien a pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran, a pris 66 Américains en otage et s'est déclaré en guerre contre les États-Unis et le monde libre. Depuis lors, l'Iran a détourné des avions, bombardé des ambassades, fait exploser des casernes des Marines, assassiné des diplomates, tué des citoyens américains, ciblé des soldats américains et armé tous les groupes terroristes prêts à tuer des Américains. Certains de ces événements vous sont peut-être familiers, comme en avril 1983, lorsque le djihad islamique, soutenu par l'Iran, a commis un attentat suicide à la voiture piégée contre l'ambassade américaine à Beyrouth, tuant 17 Américains. En octobre de la même année, des terroristes du Hezbollah, soutenus par l'Iran, ont tué 241 militaires américains lors d'un attentat au camion piégé contre le complexe des Marines à Beyrouth. Puis, en juin 1996 par exemple, des terroristes du Hezbollah el-Hijaz, soutenus par l'Iran, ont tué 19 aviateurs américains et blessé près de 500 autres lors d'un attentat au camion piégé contre un complexe résidentiel de l'US Air Force en Arabie Saoudite. Ce ne sont là que quelques exemples. Depuis près d'un demi-siècle, l'Iran mène une campagne de violence incessante et ininterrompue contre les États-Unis, et l'Amérique s'est retenue jusqu'à présent. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis font enfin ce qu'ils auraient dû faire il y a des décennies: confronter, démanteler et éliminer le régime le plus dangereux au monde en matière d'exportation du terrorisme. Un régime qui a assassiné des Américains en toute impunité pendant 46 ans. Un régime convaincu que l'Occident avait perdu la volonté de se défendre. Et, à bien des égards, ils ont raison. Ces dernières années, nous avons vu un effort délibéré se déployer au sein d'une grande partie de la gauche occidentale. Un effort qui a vidé l'Occident de sa confiance, de sa clarté morale et de son instinct fondamental de survie. Les éléments d'extrême gauche woke ont travaillé sans relâche pour neutraliser la détermination occidentale, affaiblir sa foi en ses propres valeurs et castrer des nations entières au point qu'elles ne peuvent même plus imaginer se défendre. Même pas contre des régimes fondés sur la cruauté, la terreur et le fanatisme. Cette guerre contre la dictature islamique iranienne est plus qu'une confrontation avec un régime brutal et meurtrier. C'est aussi, dans un sens très réel, une confrontation avec la folie autodestructrice qui s'est emparée de certaines parties de l'Occident. Une vision du monde qui considère la force comme immorale, la dissuasion comme de l'agression et la défense de la civilisation comme quelque chose dont nous devrions tous avoir honte. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est L'aboutissement de plusieurs années d'érosion idéologique, la totale émasculation de la détermination occidentale, le dépouillement même des instincts qui protégeaient autrefois les sociétés libres contre les forces les plus impitoyables du monde. L'Occident, à qui l'on a appris à douter de son droit à survivre, fait soudain face à un ennemi qui n'a jamais douté de son désir de détruire. Et nulle part cette érosion idéologique n'est plus visible qu'en Europe. Dans les cercles de gauche occidentaux, on observe le résultat d'années de récupération de causes sociales légitimes, utilisées comme armes pour des agendas politiques nationaux destructeurs. Des mouvements qui ont commencé avec des revendications justifiées ont été détournés en outils qui sapent les sociétés mêmes qu'ils prétendent vouloir améliorer. Dans ce processus, ils ont vidé l'Europe de sa confiance, brouillé ses repères moraux et transformé le doute de soi en vertu politique. Les instincts qui protégeaient autrefois les sociétés libres de la tyrannie ont été émoussés, tournés en dérision et démantelés, laissant un continent qui peine à se rappeler que la liberté ne survit que lorsque ceux qui y tiennent sont prêts à la défendre. Le moment que nous vivons, la guerre dans laquelle nous sommes, oblige l'Occident à se rappeler quelque chose qu'on l'a encouragé à oublier. Que la survie n'est pas garantie, que le mal ne disparaît pas de lui-même,
Et que défendre la civilisation exige la volonté d'agir de manière décisive, sans s'excuser et sans hésitation. Et à ce propos, les pays qui n'ont pas oublié que les gens de bien doivent parfois prendre position contre le mal en sont maintenant à leur 5e jour de guerre avec l'Iran. Et déjà, l'ampleur de ce qui s'est déroulé est sans précédent au Moyen-Orient depuis des générations. Ce n'est pas seulement une confrontation militaire, c'est un séisme géopolitique, une remise à zéro stratégique et à bien des égards un moment civilisationnel d'une ampleur et d'une portée biblique. Pour expliquer ce qui s'est passé, son importance et ses conséquences possibles, je veux partager le travail d'analystes israéliens brillants. Dr Doron Matzah, Dr Eran Shaichon, Sharon Zaks, Yoram Edry, Shlomo Filber et d'autres dont les analyses aident à éclairer ce moment. L'histoire de cette semaine commence naturellement par l'attaque initiale. D'après le peu d'éléments révélés ces derniers jours, il est évident que le caractère et l'essence de cette guerre ont été définis ici. Selon le commentateur israélien Yoram Edry, que j'ai déjà cité auparavant, l'attaque initiale était tout simplement stupéfiante. En seulement 40 minutes, Israël a obtenu la supériorité aérienne totale en plein cœur de l'Iran. 200 avions israéliens ont volé aux côtés de centaines d'avions américains en formation coordonnée, frappant plus de 2000 cibles avec un niveau de précision qui a même stupéfié le Pentagone. Edry décrit cette précision comme celle d'une montre suisse opérant au-dessus de l'un des espaces aériens les plus lourdement défendus au monde. La technologie de l'espace aérien russe s'est effondrée instantanément. Les systèmes radars chinois ont défailli. Des couches de protection construites pendant des décennies se sont littéralement évaporées en quelques minutes. Des années de préparation, de tromperie et d'infiltration des services de renseignement. Comme Israël avait infiltré le réseau Bitbird du Hezbollah quelques mois auparavant, ici aussi, un travail de fond sur la durée a porté ses fruits. Toute la direction iranienne a été attirée en un seul point de rendez-vous et éliminée en une seule frappe. Les Américains étaient stupéfaits. La Russie a émis une faible condamnation symbolique. La Chine et la Corée du Nord n'ont même pas pris la peine de dire quoi que ce soit. Ils ont compris la nouvelle réalité. L'Iran était en train de tomber et personne n'intervenait pour le sauver. Le docteur Doron Matzah écrit sur le comportement iranien au cours des dernières semaines. Il souligne que l'Iran n'a pas commis d'erreur de calcul. Téhéran savait qu'une confrontation était possible. Un signe que l'Iran comprenait les enjeux était la désignation d'Ali Larijani par le défunt Khamenei comme héritier afin de maintenir la stabilité du régime au cas où il serait tué. Cet homme était si intelligent et prévoyant. L'Iran avait une stratégie calquée sur la doctrine sinoire du Hamas. L'idée, écrit Matzah, était de créer le chaos régional, d'attaquer les États du Golfe, d'entraîner Israël et les États-Unis dans une longue guerre d'usure et d'assurer la survie du régime par la peur et l'incertitude. Mais cette fois, la stratégie s'est effondrée. Matzah souligne que les actions de l'Iran étaient délibérées, coordonnées et ancrées dans une doctrine pourtant défaillante. La coalition États-Unis-Israël a adopté une stratégie maximaliste, démantelant la capacité de lancement balistique de l'Iran, éliminant sa marine, sécurisant le détroit d'Ormuz et détruisant entièrement le programme nucléaire. Le but n'est pas de punir l'Iran, mais de retirer au régime sa capacité de menacer la région ou le monde. Et une fois ces objectifs atteints, Matzah soutient que le public iranien, les Perses, les Kurdes, les Azéris, les Baloutches, les Ahwazis, pourraient enfin franchir le Rubicon, comme il l'appelle, et redéfinir leur destin politique. Pour saisir pourquoi cette guerre a tant de conséquences et ce à quoi nous faisons face, un sujet souvent ignoré par les médias et dirigeants occidentaux. Je veux faire référence à Sharon Zaks, un commentateur israélien qui offre l'une des analyses les plus importantes de toutes. L'Iran, dit-il, n'a jamais été simplement un autre pays du tiers-monde. Selon lui, l'Iran représente la combinaison la plus létale que l'histoire moderne ait jamais connue. Un pays doté de la capacité industrielle et scientifique d'une grande puissance, fusionné avec l'idéologie d'une secte meurtrière. Cette combinaison a rendu l'Allemagne nazie si destructrice. Et Zaks soutient que l'Iran suivait la même trajectoire. Ces chiffres sont stupéfiants. L'Iran fait partie des 10 premiers pays au monde en nombre de diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dépassant même le Japon et la Corée du Sud. C'est un pays doté d'un profond talent scientifique et d'une réelle capacité industrielle, et il a utilisé cette capacité pour construire des centrifugeuses, des drones et des missiles balistiques. En 2026, cette année, l'Iran avait atteint un rythme de production de 100 à 300 missiles balistiques chaque mois. Si Israël et les États-Unis n'avaient pas agi, l'Iran aurait produit des milliers de missiles chaque année, année après année.
Et c'était le même régime qui avait massacré 30 000 de ses propres citoyens sans hésitation au cours des dernières semaines. Le budget de l'Iran pour ces relais s'élevait à 2 milliards de dollars par an, le Hezbollah recevant environ 700 millions chaque année. C'est un régime prêt à affamer son propre peuple pour alimenter sa machine de guerre régionale. Zak affirme que le danger venait de l'idéologie et du capital humain de l'Iran. Si les ayatollahs avaient dirigé un pays pauvre et technologiquement arriéré, la menace aurait été limitée. Mais ils dirigent une nation dotée d'une industrie avancée, d'excellents ingénieurs et d'une main-d'œuvre scientifique massive. Cette combinaison, comme l'Allemagne dans les années 30, est ce qui permet aux dictateurs de menacer des continents entiers. Si l'Iran avait continué sur cette trajectoire, Zak avertit que d'ici 2035, il aurait probablement des missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre la côte est des États-Unis. Des dizaines d'ogives nucléaires montées sur des missiles de précision pointés sur Tel Aviv, Haïfa, Riyad et Dubaï. Un parapluie nucléaire lui accordant la liberté d'intimider la région sans craindre de représailles. Et une industrie d'exportation mondiale d'armes intelligentes et bon marché pour les groupes terroristes, comme le drone Shahid, qui devient la Kalachnikov du XXIe siècle. Et la capacité de paralyser les marchés mondiaux du pétrole en contrôlant le détroit d'Ormuz. Zak dresse un tableau saisissant. L'Iran était en passe de devenir un empire technologique et fanatique de la terreur, capable de détruire des pays, de frapper des villes américaines et de faire s'effondrer l'économie mondiale en appuyant sur un bouton, tout cela sous l'immunité nucléaire. Imaginez-vous réveiller un matin, écrit-il, sous un barrage de 5000 missiles balistiques lancés contre Israël. Un blitz destiné à submerger nos défenses aériennes et tuer des dizaines de milliers de civils en quelques minutes. Israël et le monde libre ne pouvaient pas laisser ce scénario se réaliser. Le contexte explique l'urgence de cette guerre. Il ne s'agit pas seulement de l'idéologie de l'Iran. Il s'agit de ce qui se passe lorsqu'un régime fanatique accède à des avancées scientifiques, industrielles et techniques et commence à construire les outils pour remodeler le monde par la terreur et la coercition. Et maintenant, avec l'Iran sous une attaque massive, le Hezbollah est entré en guerre, ouvrant un tout nouveau chapitre. Sharon Zaks propose une analyse franche et sans filtre de ce que cela signifie. Le Liban, soutient-il, est un État en faillite, un dépotoir, sans aucune capacité d'imposer sa souveraineté ou de affronter le Hezbollah. Pendant 18 mois, le gouvernement libanais a feint de démanteler l'infrastructure du Hezbollah au sud du Liban. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Ils n'ont jamais eu la moindre chance. Zak le montre bien. On ne peut pas faire confiance au Liban, ni à son gouvernement, ni à ses institutions, et certainement pas à ses promesses. La géographie rend la situation encore plus dangereuse pour Israël. La frontière israélo-libanaise est parmi les plus artificielles, dangereuses et difficiles à défendre de la région. Au lieu d'être ancrée dans une barrière naturelle comme le fleuve Litani, elle serpente à travers des montagnes, des forêts et des crêtes exposées. Le sud du Liban surplombe le nord d'Israël. Le Hezbollah contrôle les hauteurs. Depuis ces crêtes, ils peuvent tirer avec une précision mortelle sur les maisons et les véhicules israéliens, comme ils l'ont fait pendant des mois. Les communautés israéliennes en première ligne sont situées juste sur la clôture, ce qui donne aux forces Radwan du Hezbollah la capacité d'envahir en quelques minutes. Aucun délai d'alerte, aucune zone tampon ni profondeur. Et précisément pour cette raison, Israël est entré cette semaine dans la région du sud du Liban. Il a ordonné à tous les civils libanais de quitter la zone. Toute personne présente dans la zone serait considérée comme hostile. Israël va créer au moins 5 positions militaires permanentes dans toute la région, un nombre qui devrait passer à 10 au cours des prochains mois. C'est très similaire à notre présence en Syrie depuis un an. La terre, le territoire, c'est la seule monnaie qui a de la valeur au Moyen-Orient. Israël a enfin compris cela. Fini le temps des concessions et de la terre contre la paix. Les Arabes nous ont montré que les accords ne sont que des bouts de papier. La dissuasion passe par la force. Quiconque attaque Israël devrait perdre définitivement du territoire. Si le Liban avait compris que le prix des combats quotidiens serait la perte de ses terres, qui deviendraient israéliennes, sa motivation à démanteler le Hezbollah aurait grimpé en flèche. Zak note également que la population du sud du Liban est majoritairement chiite et soutient massivement le Hezbollah et l'Iran. Ce n'est pas une population qu'Israël souhaite avoir à sa frontière. Israël ne doit pas répéter le modèle de la Cisjordanie. Il ne doit pas répéter le modèle du Sud-Liban de 1985 à 2000. Il va reproduire le modèle du plateau du Golan, sécurisé, calme, défendable.
Zach, voilà une occasion unique d'éliminer le Hezbollah comme menace stratégique et d'établir une frontière nord défendable. À ce stade de la guerre, le docteur Doran Matza identifie deux processus en accélération qui ont défini les dernières heures de la campagne. Premièrement, l'opération américano-israélienne en Iran s'intensifie. Les frappes gagnent en puissance et le nombre de cibles augmente. Selon Matza, la coalition vise désormais délibérément les centres du régime iranien et plus seulement l'infrastructure militaire. L'objectif est de provoquer le choc interne nécessaire pour déstabiliser le régime de l'intérieur, surtout en l'absence d'une invasion terrestre comme celle menée lors de la Seconde Guerre du Golfe. Les déclarations publiques du président Trump et du Premier ministre Netanyahou renforcent cette approche, appelant ouvertement le peuple iranien à traverser la mer Rouge, à saisir ce moment et à provoquer sa propre rédemption politique. La deuxième tendance vient de la réponse de l'Iran. Matza explique que Téhéran essaie maintenant d'étendre le chaos régional et international afin de bloquer l'effort visant à renverser son régime. L'engagement du Hezbollah et l'attaque de drones contre la cible britannique à Chypre font partie de cette stratégie. En même temps, l'Iran continue de frapper les États du Golfe, tout cela dans le but d'élargir l'arène et de compliquer la campagne de la coalition. Un effet secondaire important de cette escalade, soutient Matza, est le renforcement de la coalition internationale et arabe contre Téhéran. Même le cadre des accords d'Abraham, qui s'était affaibli ces dernières années alors que l'Arabie saoudite se rapprochait d'Erdogan et du nouvel axe sunnite, montre maintenant des signes précoces de renouveau. Dans la vision plus large de Matza, la campagne devient plus bruyante et plus intense, mais le développement le plus important est quelque chose de plus profond. Pour la première fois depuis longtemps, la lutte à l'intérieur de l'Iran est devenue une cause morale et idéologique déterminante pour la communauté internationale. Israël, affirme-t-il, joue désormais un rôle central dans la mobilisation des deux grands blocs occidentaux, le bloc américain pragmatique et le bloc progressiste d'Europe occidentale. Ceci dans une lutte unifiée contre ce qu'il appelle le mal absolu et en faveur d'une vision du bien suprême. Sur le champ de bataille, la coordination entre les États-Unis et Israël a été inédite. Israël s'est concentré sur Téhéran, les grandes villes et l'ouest de l'Iran, tandis que les États-Unis ont ciblé les défenses aériennes, les centres de commandement du CGRI, les sites de missiles et les moyens navals. Les groupes aéronavals américains ont intercepté des centaines de missiles et drones iraniens. Israël combat simultanément le Hezbollah au Liban, tandis que les États-Unis ont fourni du renseignement, de la logistique et une dissuasion régionale. Le récent document stratégique américain, auquel j'ai fait référence dans des podcasts précédents, définit Israël comme un allié modèle, un partenaire qui se bat de manière indépendante, tandis que les États-Unis assurent les conditions mondiales de son succès. Cela marque un changement structurel dans l'alliance. Le docteur Iran Shaichon soutient que les États-Unis ont leurs propres raisons urgentes de lancer l'opération Fureur épique. La temporisation de l'Iran a fait perdre un temps précieux avant les élections de mi-mandat de 2026. L'axe Chine-Iran-Russie menaçait la stabilité énergétique mondiale. L'Iran sapait la coalition sunnite que les États-Unis avaient reconstruite en 2025. Et le massacre à Téhéran, combiné au réarmement rapide par la Chine des forces de missiles iraniennes, a accéléré le calendrier. Selon Shaishan, les États-Unis considéraient l'effondrement de l'Iran comme un intérêt américain, un intérêt mondial, une condition préalable à l'isolement de la Chine et une étape vers la fin de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas un conflit régional, écrit-il, c'est un réalignement mondial. La question maintenant est, à quoi ressemblera l'Iran le jour d'après? Massa et Shaishan exposent tous deux plusieurs possibilités. La prochaine direction iranienne pourrait être déterminée par une lutte entre les conservateurs et les réformistes alignés sur le régime. Sinon, un soulèvement sur plusieurs fronts pourrait éclater parmi les Kurdes, les Baloutches, les Arabes, les Turcs, les Lors et les Azéris qui vivent tous en Perse. Une transition encadrée par les États-Unis est possible si la gouvernance s'effondre. Ou bien, l'Iran pourrait entrer dans une période prolongée d'instabilité, car le régime dispose encore de forces de sécurité intérieure, de milices chiites importées d'Irak et d'un soutien idéologique auprès d'une partie de la population iranienne. L'effondrement ne sera peut-être pas immédiat, mais la direction est claire. L'ancien Iran n'existe plus. Cette guerre n'est pas seulement militaire ou géopolitique, elle est aussi culturelle et civilisationnelle. Le commentateur israélien sur les réseaux sociaux, Adib Benkour, affirme que le vandalisme cette semaine de la statue de Churchill à Londres, avec des graffitis antisémites, rappelle que la haine des Juifs en Israël n'est liée à aucun conflit spécifique. C'est une constante enracinée depuis des siècles dans les récits religieux et culturels, en Occident comme dans le monde arabe. Et ce moment souligne l'importance de la souveraineté juive.
Pour la première fois dans l'histoire, les Juifs ne supplient pas pour obtenir une protection. Nous, les Juifs, façonnons les événements mondiaux. L'analyste politique israélien Shlomo Filber écrit que l'effondrement de Téhéran est également en train de remodeler le paysage politique de la région. Le Qatar, qui a bâti son influence en accueillant le CENTCOM et en servant de médiateur avec le Hamas, les talibans et l'Iran, se retrouve maintenant dans une situation où son rôle s'évapore. Avec le démantèlement du Hamas, L'Iran qui s'effondre et les États-Unis qui se tournent vers l'Indo-Pacifique, le modèle de médiateur indispensable du Qatar est devenu obsolète. Le bloc des accords d'Abraham, Israël, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devient un nouvel ancrage régional. Le Qatar fait maintenant face à un choix. Devenir le satellite d'Erdogan ou rejoindre le nouvel alignement du Moyen-Orient. Quant à la guerre elle-même, elle ne durera pas longtemps, dit-il. L'Iran ne peut pas la soutenir. Son honneur est brisé, ses supplétifs échouent. Son ciel est ouvert et tous ses alliés gardent le silence. Ce qui avait commencé comme une guerre sur 7 fronts imposée à Israël est devenu une guerre que l'Iran mène contre 8 pays. C'est, comme le dit Filbert, l'aube d'un nouveau jour au Moyen-Orient. Alors que tout cela se déroule dans le contexte plus large, je veux prendre un moment pour regarder l'aspect personnel, le tableau plus restreint de nous tous ici en Israël. Le peuple d'Israël, les citoyens ici qui tiennent bon depuis 2 ans et demi, beaucoup de nos fils ont été mobilisés en quelques heures, nos enfants à la maison réagissant aux sirènes et au bruit des explosions. Inquiets pour leurs pères qui sont loin, pensant à leurs frères sur le champ de bataille. Mais nous continuons tous à vivre. Un moment, nos enfants jouent au football. L'instant d'après, ils filent à l'abri pour jouer aux cartes, se réveillent avec l'alerte sur leur téléphone, puis partagent leurs expériences sur des jeux vidéo. C'est désormais une expérience partagée par tous les Israéliens, celle qui, pendant plus de 30 ans, avait été vécue par les Israéliens du sud et du nord d'Israël. Ce que nous voulons maintenant, c'est mettre fin à tout cela. Que nous, et surtout nos enfants, ne soyons plus jamais pris en otage par la violence périodique de nos ennemis malades. Parce que les gens dans le monde entier veulent que nous soyons tolérants et compréhensifs. Le peuple d'Israël souhaite éliminer la menace définitivement. Ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà traversé cela auparavant. Nous célébrons Purim cette semaine. Ce n'est pas quelque chose que nous n'avons pas déjà affronté dans notre passé. Et regardez simplement les Israéliens dans l'abri ici à Tel Aviv dans cette vidéo que vous regardez. Regardez-les célébrer la fête même sous les tirs de missiles. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous sommes forts, nous sommes déterminés, nous allons vaincre nos ennemis. Quand ils nous ont frappés le 7 octobre, ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'engageaient. Beaucoup d'entre eux ne le savent toujours pas parce qu'ils ne sont plus avec nous. Et ceux qui les remplacent les rejoindront bientôt. Merci de m'avoir accompagné pour cette analyse. Nous continuerons à suivre la guerre, les évolutions régionales et les implications mondiales dans les prochains jours. Je suis Daniel Siman. Merci de m'avoir rejoint ici sur JNS TV à Jérusalem. Restez prudents, restez informés et je vous retrouve dans le prochain épisode.